L'histoire est tout sauf morte, tout sauf ennuyeuse. Et chaque instant qui passe, il fait son entrée pour peu qu'il ait laissé une trace. Une trace dans un souvenir, dans un écrit ou dans la matière. Parfois au moyen d'un objet qui ne se révélera loquace qu'après le passage du temps. Car bien souvent ne demeurent que des témoignages indirects d'un événement. Les écrits qui restent ne disent qu'une partie des choses. Il en est ainsi du sujet que nous aborderons ce soir. La première colonie française d'Amérique. Pendant de nombreuses années, non seulement n'avions-nous pas de vestiges de cet épisode, mais nous ignorions aussi quel emplacement exact avait été choisi. On ne saurait trouver meilleur exemple d'un cas où l'historien a recours aux découvertes et aux analyses de l'archéologue. Ce dernier, faisant lui-même appel à des scientifiques de toute discipline pour l'aider dans sa tâche. Ensemble, ils étoffent nos connaissances du passé. Et pour commencer cette nouvelle saison du Tribunal de l'Histoire, présentée par la Commission de la Capitale nationale, il n'y aura pas trop du savoir de tous ces spécialistes pour nous faire découvrir l'un des actes fondateurs de notre nation, qui est aussi l'un des plus méconnus. Sur ce, je vous salue bien bas, sans me découvrir, puisque tel est l'usage pour un roi comme François Ier. Cartier, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Cela vous déplaît sans doute, Larocque? Pourquoi cela me déplairait-il? Après tous ces mois dont le roi a sollicité la présence, vous n'oubliez pas que lui et moi, nous sommes amis de jeunesse. Vous sortez de ces appartements? J'en sors. Et ce qu'on m'y a dit vous rendra mal content. Je ne crains honte aucune. Le roi m'a déjà par 2 fois témoigné sa confiance. Par 2 fois, il m'a laissé guider les explorations vers le Nouveau Monde. D'abord en 1534, puis en 1535. Il est maintenant question de quelque chose de plus grande substance. En 1538, un nouveau périple a été prévu. J'ai alors déposé un devis détaillant mon projet de colonie. Oui, mais le temps passe, nous sommes en 1541. Il y a de nouveaux risques. Le roi sait bien que je suis un navigateur hors pair et que je le veux servir et honorer. Souvent, un roi varie, bien folle et qui s'y fie. Oh, le voici justement. Je saurai bien ce qui en est. Craignez quelques disgrâces. Je rappellerai au roi que j'ai planté en son nom une croix sur le sol de Gaspé, réclamant ce pays au nom du royaume de France. À quoi bon? Et que j'ai exploré ce territoire remontant jusqu'en ses entrailles florissantes, bravant des froids tels qu'il ne s'en connaît qu'au séjour des enfers. Savez-vous du moins pourquoi le roi a retardé votre projet? Bien. Chacun sait à quoi s'en tenir sur cette scène. Il ne me reste que vous à saluer, chers collaborateurs, en ce début de nouvelle saison du Tribunal de l'Histoire. Cette année, c'est sous le thème « 6 grands projets pour une capitale » que se déroulera cette série. On m'a attribué un nouveau rôle. Me voici rendu commissaire à l'histoire. Eh bien oui. C'est que, voyez-vous, nous évoluerons dans une dynamique originale. Plus de coupables à débusquer, plus de polémiques à démêler. Non, non, mais toujours un travail captivant à faire. Et ce travail, nous le partagerons parce que nous serons nous-mêmes des bâtisseurs. Cartier, il ne faut pas oublier qu'il est né en 1491. Il avait 1 an quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, quand Christophe Colomb a découvert le Nouveau Monde. Et Jacques Cartier a grandi à Saint-Malo, en Bretagne. Et la Bretagne, à l'époque où naît Cartier, la Bretagne est indépendante de la France. Ils ont des liens
Mais la Bretagne est indépendante. Et puis, Cartier est né à Saint-Malo, qui est un port de mer. Et puis, c'est un port de morutier. Donc, les gens de Saint-Malo allaient à la morue. Eux, quand ils ont appris la découverte de Christophe Colomb, eux, ce que cela leur a dit, c'est qu'on peut aller plus loin sur la mer. Jacques Cartier n'a jamais appelé l'Atlantique l'océan Atlantique. À l'époque de Jacques Cartier, on disait la mer Océane. Le Nouveau Monde. C'était bien embêtant de le trouver entre nous et l'Asie. Mais aucune puissance d'Europe ne pouvait l'ignorer. D'autant que la France ambitionnait de découvrir un passage qui aurait permis de briser le monopole des Portugais et des Espagnols sur le commerce avec l'Orient. Mais est-il possible que ces considérations puissent expliquer une partie du retard que mit Larocque à rejoindre Cartier? La rupture de la trêve de Nice à l'été 1541 convainquit les militaires de l'expédition de Larocque qu'il valait mieux rester en Europe. Si la guerre devait être déclarée avec l'Espagne, ces hommes allaient être plus utiles dans le parage de nos mers. Larocque mit donc toute sa flottille à ma disposition. Oui, et il eut votre accord tacite pour entraver le commerce des Espagnols au large des côtes bretonnes, de sorte qu'il intercepta tous les navires, confisquant les marchandises en provenance d'Espagne. Monsieur Lebel, est-ce que vous croyez que le retard de Larocque ait pu nuire à la colonie ou comme d'autres le prétendent, plutôt la favoriser? Oh, c'est une bonne question, cela. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette expédition de 1541, qu'on avait planifiée depuis quelques années, là, et que François Ier voulait son établissement permanent, eh bien, on avait fait monter pour ça toute une expédition, là, de tous les corps de métier, de tous les... Et puis, tous les navires de Cartier et de Roberval devaient quitter la France en même temps. Mais vu que Roberval a eu certains problèmes pour récolter de l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier que cette fameuse expédition, pour venir à Cap-Rouge, c'est un PPP, là. Il ne faut pas l'oublier, là. C'est un partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'il y a du privé d'impliqué là-dedans. Jacques Cartier a trouvé des gens à Saint-Malo pour lui donner un coup de main. Et puis, Roberval devait lui aussi en trouver. Et puis, donc, il y a l'implication, entre autres, des gens qui sont dans le commerce. Il y a des implications, donc, du côté privé. Et il semblerait que Cartier a ramassé plus rapidement ce qu'il avait besoin que Roberval. Et puis, Cartier a monté son équipage plus rapidement. Parce que Cartier avait avait un aura autour de lui, le grand navigateur, ainsi de suite. Puis il était très connu à Saint-Malo. Il était impliqué au niveau municipal, il faisait partie de l'Assemblée des habitants de Saint-Malo. Alors, c'était une figure à Saint-Malo. C'était pas une grande ville à l'époque, Saint-Malo, à peu près peut-être 10 000 habitants. Je vous reconnais. Où sont nos frères ramenés en vos contrées? Où est notre chef de Nakona? Aucun n'est revenu. Aucun. J'ai bonne raison à vous donner. Comment croire l'homme venu par les grands navires? Au voyage d'avant son dernier voyage, il amena Donnacona, notre chef, pour le présenter aux siens. Il fut reçu avec égard. L'avaient accompagné 9 autres de notre peuple, dont les 2 fils de Donnacona. Ce dernier est mort en France, comme plusieurs de vos semblables. D'autres ont pris épouse et sont restés là-bas de leur plein gré. Vous avez d'autres raisons de ne pas faire confiance à cet étranger. Que s'est-il passé lorsque cet homme a quitté le fort pendant plusieurs jours? Des raisons. Écoutez, des jeunes folâtres, par passe-temps, vicieux toutefois et irraisonnables, comme par une manière de tyrannie, coupèrent bras et jambes à quelques-uns des miens. Seulement, disait-il, pour essayer si leur épée tranchait bien. Et pourquoi le site archéologique Cartier-Roberval peut être considéré parmi les plus importants en Amérique du Nord? On peut sûrement présenter 4 raisons principales. Premièrement, parmi les colonies qui ont été mises en place dans l'histoire de la découverte de l'Amérique, il y a évidemment celle des Espagnols, des Portugais, mais je dirais même que celle la plus importante des Espagnols, la première,
n'a jamais été retrouvé encore. Alors, le quartier Roberval représente une des colonies retrouvées, c'est d'ailleurs le titre, malgré que beaucoup d'autres colonies sont encore disparues et n'ont pas encore été retrouvées. D'ailleurs, il y a une colonie américaine, la première colonie tentative coloniale anglaise, à Roanoke, en Caroline du Nord. Ça s'appelle The Lost Colony, la colonie perdue. Donc, on peut être satisfait qu'ici, on a retrouvé la colonie, qui est une des plus anciennes d'ailleurs en Amérique, 1541-1543.